Le 14 août 1997, 5 brillants étudiants de la Sorbonne ont disparu dans les marais sauvages de la Camargue. Pendant 11 longues années, leur affaire est restée l'un des mystères les plus douloureux de France, un dossier classé comme un tragique accident, une simple histoire de jeunes gens de la ville engloutis par une nature qu'ils ne comprenaient pas. Leurs familles ont vécu un enfer silencieux, suspendu entre l'espoir et le deuil. Puis, en 2008, une sécheresse historique a révélé ce que l'eau avait gardé secret. Un livre, retrouvé par hasard dans la boue séchée, a tout changé, transformant une disparition en la chronique d'un meurtre rituel. Comment la vérité a-t-elle pu rester enfouie si longtemps, à la vue de tous, cachée par l'eau et le silence des hommes? Avant de vous raconter comment un simple livre académique, retrouvé dans un sac à dos pourri, a révélé un rituel meurtrier et une conspiration du silence, dites-moi dans les commentaires depuis où vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. La Camargue est une terre de secrets, et celui-ci est resté protégé par une communauté qui obéit à des lois bien plus anciennes que les nôtres. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne des événements que cette découverte a déclenchés, car elle a forcé tout un pays à regarder en face les croyances les plus sombres qui survivent encore au cœur du monde moderne. Une histoire qui prouve que parfois, les monstres des légendes ne sont pas que des histoires pour faire peur aux enfants. Élise, Julien, Chloé, Mathieu et Manon N n'étaient pas des aventuriers, C étaient des universitaires, des esprits brillants animés par la passion de la connaissance. Leur expédition en Camargue était le point culminant de leurs études en ethnologie à la Sorbonne. Ils venaient chercher l'eau âme de cette région, documenter les mythes et les folklores qui survivaient à la modernité. Élise, la meneuse, était fascinée par les récits païens. Julien, son petit ami, captait la beauté brute du paysage avec son appareil photo. Chloé consignait chaque impression dans son journal intime. Ils étaient l'homme, élite intellectuelle parisienne, plein de théories et de curiosités, mais profondément naïfs, face à la réalité d'un monde régi par des codes qu'aucun livre ne pouvait leur enseigner. Leur vulnérabilité n'était pas physique, mais culturelle. Leur dernière journée de normalité s'est déroulée à Sainte-Marie-de-la-Mer, le cœur vibrant de la Camargue. Après avoir passé des jours à interviewer des habitants, ils étaient sur le point de toucher au but de leur recherche. Ils avaient engagé un guide local, un certain Sylvain Arnaud, un astérisque gardien astérisque respecté, un homme du pays dont le visage buriné par le soleil inspirait confiance. Il devait les emmener en bateau vers une zone reculée du marais, un lieu secret, où, disait-on, une communauté vivait encore selon les anciennes traditions. Le dernier témoin à les avoir vus est un pêcheur. Il les a observés s'engager dans un canal étroit, surnommé le passage du Drac, alors qu'un épais brouillard, le astérisque brume, commençait à élever de l'eau, avalant leur petite embarcation. Le bateau n'est jamais rentré au port ce soir-là. Pour les familles, l'annonce de leur disparition a marqué le début d'une torture sans nom. Les premières semaines furent un mélange insoutenable d'espoir frénétique et d'angoisse. Chaque appel téléphonique pouvait être celui qui annonçait une bonne nouvelle, ou la pire. Mais les semaines sont devenues des mois, puis des années. La douleur de la perte s'est transformée en une agonie plus complexe, celle de l'incertitude. Comment faire son deuil sans corps, sans preuve, sans réponse? Le père Élise a dilapidé sa fortune en engageant des détectives privés qui n'ont fait que remuer de faux espoirs. Les parents de Chloé, incapables de surmonter ensemble ce vide, ont fini par divorcer. Leur vie est devenue une salle d'attente perpétuelle, hantée par les fantômes souriants de leurs enfants sur les dernières photos. L'enquête initiale de la gendarmerie a été un échec, non pas par négligence, mais par impuissance. Comment chercher 5 personnes et un bateau dans un labyrinthe de 90 000 hectares de marais, un territoire hostile qui ne se laisse pas facilement sonder? Les recherches se sont limitées aux canaux principaux, sans grand résultat. La communauté locale, les astérisques manadiers, est restée silencieuse, répondant aux questions avec des haussements des épaules et des regards fuyants. Pour eux, l'affaire était simple. La Camargue avait pris ce qui lui revenait. La théorie officielle s'est rapidement imposée. Un accident tragique. Les jeunes Parisiens, inexpérimentés, étaient perdus, leur bateau avait chaviré. Le guide, Sylvain, qui avait aussi disparu, fut simplement ajouté à la liste des victimes. Le dossier fut classé, et les étudiants perdus sont devenus une légende locale, une histoire de plus pour effrayer les touristes. Les années qui suivirent la clôture officielle du dossier furent un long tunnel de silence et de chagrin pour les familles. La douleur, au lieu de s'atténuer, se métamorphosa en une présence constante, un fantôme assis à la table du dîner. Pour le monde extérieur, l'affaire des étudiants perdus était devenue une tragédie classée, un fait divers parmi d'autres. Mais pour ceux qui restaient, chaque jour était le 15 août 1997. Le père Élise,
Jean-Pierre Durand, un industriel habitué à contrôler son environnement, se retrouva face à un ennemi qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. L'absence. Il transforma son bureau en un quartier général d'enquête, couvrant les murs de cartes de la Camargue, de rapports de police et de théories griffonnées. Il refusa d'accepter la version de l'accident, convaincu que 5 esprits aussi brillants et un guide expérimenté ne pouvaient pas simplement évaporer. Son obsession lui coûta sa santé, son entreprise et son mariage, mais était le seul combat qui donnait encore un sens à sa vie. Le poids de la perte ambiguë est une forme de torture psychologique unique. Comment faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas officiellement mort? Les parents de Mathieu Roussel ont gardé sa chambre intacte pendant près de 10 ans, comme s'il allait rentrer d'un instant à l'autre, ses livres d'histoire encore ouverts sur son bureau. Chaque sonnerie de téléphone, chaque coup à la porte ravivait une lueur d'espoir insensé, immédiatement suivie par la déception écrasante. Il vivait dans un purgatoire émotionnel, incapable d'avancer, mais aussi incapable de revenir en arrière. La société attend d'eux qu'ils tournent la page, mais comment tourner une page qui n'a jamais été écrite jusqu'au bout? Cette incertitude rongeait les fondations de leur existence, les isolant du reste du monde, qui, lui, continuait de tourner. Au fil des ans, l'enquête non officielle menée par les familles a suivi de nombreuses pistes sans issue, chacune apportant son lot de faux espoirs. En 2001, un randonneur a trouvé un sac à dos près d'Aigues-Mortes, à la lisière des Marais. Pendant 3 semaines, les familles ont retenu leur souffle, attendant les résultats de l'analyse. L'attente fut une agonie, un mélange d'effroi et d'excitation à l'idée d'obtenir enfin une réponse, quelle qu'elle soit. Le sac s'est avéré appartenir à un touriste néerlandais qu'il avait perdu des mois plus tôt. Chaque déception était un nouveau deuil, une nouvelle confirmation de leur impuissance. Des médiums et des charlatans ont également profité de leur désespoir, leur vendant des visions floues et des promesses creuses en échange de sommes considérables, ajoutant l'humiliation financière à leur douleur émotionnelle. Pendant ce temps en Camargue, la communauté locale avait absorbé la tragédie dans son propre folklore. L'histoire des Parisiens était devenue un conte d'avertissement, une preuve de plus que le Marais ne pardonne pas l'arrogance des étrangers. Les anciens parlaient du drac, l'esprit des eaux, qui aurait réclamé son dû. Ce n'était pas de la malveillance, mais une manière de donner un sens à l'inexplicable, de réaffirmer les lois ancestrales de la nature face à la logique cartésienne du monde moderne. Pour les habitants, le silence n'était pas une conspiration, mais une forme de respect envers une puissance qu'ils ne prétendaient pas comprendre. En refusant de spéculer, ils protégeaient leur propre monde, un sanctuaire de tradition où les réponses ne se trouvent pas dans les rapports de police, mais dans le murmure du vent à travers les roseaux. Le guide, Sylvain Arnaud, a été rapidement effacé de l'équation. Sa propre famille, des astérisques gardiens astérisques respectés depuis des générations, a affirmé qu'il était mort en héros, essayant de sauver les jeunes. Il est devenu une victime collatérale, un homme du pays emporté avec les étrangers qu'il guidait. Cette version arrangeait tout le monde. Elle offrait une conclusion simple à la gendarmerie et préservait l'honneur de sa lignée. Personne n'a jugé utile de creuser plus loin son passé ou ses affiliations. Pourtant, quelques rares témoignages, écartés à l'époque comme étant non pertinents, le décrivaient comme un homme de plus en plus mystique dans les années précédant la disparition, parlant de la dette de l'eau, et du déséquilibre, causé par le monde extérieur. Ces murmures ont été étouffés, considérés comme les divagations d'un vieil homme. Pour les enquêteurs qui ont repris le dossier des années plus tard, la relecture des premiers rapports était une source de frustration immense. Tout semblait avoir été fait selon les règles, mais sans aucune conviction. Les interrogatoires des témoins locaux étaient superficiels, les questions se heurtant à des réponses monosyllabiques et à des regards vides. La police avait traité l'affaire comme une disparition en milieu hostile, pas comme un crime potentiel. L'hypothèse de l'enlèvement ou du meurtre n'a jamais été sérieusement explorée, car elle ne cadrait pas avec l'image paisible et touristique de la région. Était une défaillance systémique, un angle mort culturel. Les autorités n'avaient tout simplement pas les outils, ni la volonté, de comprendre la psyché d'une communauté qui vivait selon des codes radicalement différents des leurs. Ainsi, pendant 11 longues années, la vérité est restée endormie sous plusieurs mètres d'eau saumâtre. Le dossier a pris la poussière sur une étagère, les familles se sont lentement résignées à vivre avec leurs fantômes, et la Camargue a gardé son secret. Le temps a fait son œuvre, transformant une enquête criminelle bâclée en une légende locale. Mais la nature, qui avait été à la fois la scène du drame et la complice du silence, n'avait pas dit son dernier mot. Une sécheresse d'une ampleur sans précédent se préparait, un événement climatique qui allait lentement, inexorablement, faire baisser le niveau des eaux. Et en révélant le lit boueux du Marais,
elle s'apprêtait à exposer une vérité bien plus sombre et terrifiante que la simple histoire d'un accident tragique. Octobre 2008. 11 ans après la disparition, la nature elle-même décida de parler. Une sécheresse d'une intensité biblique s'abattit sur le sud de la France, transformant la Camargue en un paysage lunaire et craquelé. Les étangs se sont retirés, les canaux se sont asséchés, et des terres habituellement submergées sous des mètres d'eau saumâtre ont refait surface pour la première fois depuis des décennies. C'est dans ce décor désolé qu'un jeune guide local, Lucas, explorait une zone reculée du Marais, un lieu que son oncle, le pêcheur qui fut le dernier à voir les étudiants, lui avait toujours déconseillé. Il ne cherchait rien de précis, seulement à documenter les effets de la sécheresse. Mais le destin, ou peut-être la terre elle-même, avait d'autres plans pour lui. Le sol, une boue séchée et dure comme de la pierre, gardait les secrets de l'eau. Alors qu'il naviguait dans ce labyrinthe de terre craquelée, son pied heurta quelque chose de solide, à moitié enfoui dans la vase solidifiée. Ce N n'était pas une pierre, ni une racine. En creusant avec ses mains, il dégagea une forme sombre et informe. C était un sac à dos en toile, si décomposé par les années passées sous l'eau, que le tissu se déchirait au simple contact. L'odeur de la pourriture et de la vase était insupportable. Pendant un instant, Lucas hésita, partagé entre la curiosité et le dégoût. Il savait ce que cela pouvait signifier. L'histoire des étudiants perdus faisait partie du folklore local, une tragédie que sa propre famille avait touchée de près. Avec une précaution presque religieuse, il réussit à extraire le sac du sol qui le retenait prisonnier, sentant le poids de l'histoire peser dans ses mains. Le contenu du sac était une bouillie indistincte. Un portefeuille dont les cartes étaient devenues illisibles, un appareil photo rongé par la rouille, des stylos, un carnet dont les pages S étaient transformées en une pâte de cellulose. Tout semblait perdu, une simple confirmation macabre de la fin tragique des étudiants. Mais au fond du sac, Lucas sentit quelque chose de rectangulaire et de rigide. C était un objet enveloppé dans plusieurs couches d'un sac en plastique épais, scellé avec du ruban adhésif. L, étanchéité, bien que non parfaite, avait réussi l'impensable, protéger ce qui se trouvait à l'intérieur de la destruction totale. C était un miracle de préservation, un défi lancé au temps et à l'eau. Avec des doigts tremblants, il déchira délicatement le plastique fragilisé, révélant la couverture d'un livre. Le titre était encore lisible, Astérisque mythe oublié du delta du Rhône astérisque. C était une édition académique, un ouvrage de niche pour spécialistes. Lucas comprit immédiatement. Ce N n'était pas un simple livre de poche pour touristes. C était un outil de recherche, un objet qui ne pouvait appartenir que à l'un des étudiants en ethnologie. Il l'ouvrit avec une infinie précaution. Les pages étaient jaunies et rigides, mais le texte était intact. En le feuilletant, une petite fleur de lavande séchée tomba d'entre deux pages, un marque-page improvisé, un geste poétique et intime qui semblait défier la brutalité de la situation. C'est à cette page marquée que Lucas posa les yeux, et le sang dans ses veines se glaça. Il ne lisait plus une simple étude académique, mais ce qui ressemblait à un scénario d'horreur. Le passage marqué décrivait une croyance ancienne et brutale, une légende que même les plus vieux habitants de la Camargue ne racontaient qu'à voix basse. Il parlait d'un rituel païen, dédié à une ancienne déesse de l'eau salée, pratiqué uniquement lors de sécheresses extrêmes qui menaçaient la survie de la communauté. Le texte était d'une précision terrifiante. Le rite exigeait le sacrifice de 5 sages venus d'ailleurs, des étrangers dont la connaissance et l'esprit seraient offerts à la terre assoiffée pour supplier le retour de l'eau. 5. Le chiffre résonna dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. 5 étudiants. Venus d'ailleurs. Des sages de la Sorbonne. La coïncidence était trop parfaite, trop monstrueuse pour être le fruit du hasard. Une simple disparition accidentelle venait de se transformer en la chronique possible d'un meurtre rituel. Le jeune guide resta assis là, au milieu du marais asséché, le livre ouvert sur ses genoux, le silence autour de lui devenu assourdissant. La théorie de l'accident, si commode et rassurante, venait de voler en éclats. Cette découverte ne prouvait rien de manière définitive, mais elle ouvrait une porte sur une obscurité qu'il n'aurait jamais imaginée. Il repensa au regard fuyant des anciens, à leur silence obstiné, à leur façon de parler du marais, comme d'une entité vivante qui prend ce dont elle a besoin. Ce N était peut-être pas une métaphore. La peur le saisit, mais elle fut rapidement remplacée par un sentiment de responsabilité écrasante. Il tenait entre ses mains la clé d'un mystère qui avait détruit 5 familles. Il savait qu'en apportant ce livre à la gendarmerie, il briserait un tabou et trahirait le silence de sa propre communauté. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. L'arrivée du livre à la brigade de gendarmerie d'Arles fut accueillie avec un scepticisme teinté de curiosité.
11 ans étaient écoulés. Le dossier était froid, enterré sous des piles d'autres tragédies plus récentes. Mais l'inspecteur chargé des cold cases, un homme tenace du nom de David Moreau, sentit immédiatement que cette découverte était différente. Le lien direct entre le contenu du livre et les circonstances de la disparition était trop fort pour être ignoré. Pour la première fois, il y avait une piste, une hypothèse alternative à celle de l'accident. Le dossier des étudiants perdus de la Camargue fut officiellement rouvert. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, ravivant la douleur des familles, mais aussi, pour la première fois en une décennie, une lueur d'espoir. L'espoir de savoir enfin. L'enquête ne portait plus sur un accident, mais sur un meurtre. L'inspecteur David Moreau, un homme dont la carrière était construite sur la patience et la mémoire des dossiers oubliés, comprit que le livre N n'était pas une simple preuve, mais une carte. Il rouvrit officiellement le dossier, mais parallèlement, un journaliste d'investigation parisien, Antoine Lacroix, connu pour son acharnement, se saisit de l'affaire. Contrairement à la gendarmerie, Lacroix N n'était pas contraint par la procédure. Il voyait dans ce livre non pas la fin d'un mystère, mais le début d'une piste bien plus sombre. Il se posa une question simple que personne n'avait osé formuler en 11 ans. Qui avait écrit ce livre, et que savait-il réellement? Cette question, en apparence anodine, allait faire s'effondrer le premier mur du silence. Il décida de retrouver l'auteur, un universitaire à la retraite, espérant qu'il pourrait éclairer les zones d'ombre de son propre texte. Antoine Lacroix retrouva le professeur Albin Reynaud dans une vieille maison près de Montpellier, un homme voûté par l'Ève, âge et, comme Lacroix allait le découvrir, par le poids d'un secret. L'accueil fut glacial. Reynaud affirma que son livre N était qu'une compilation de folklore, des histoires sans fondement réel. Mais le journaliste insista, lui montrant la photo des 5 étudiants, lui parlant des familles brisées par l'incertitude. Il sentit une fissure dans l'armure du vieil homme. Il lui parla de la page marquée, de la fleur de lavande, un détail si intime et tragique. C'est ce détail qui fit céder Reynaud. Les larmes aux yeux, le professeur avoua qu'il n'avait pas tout dit. Il avait passé des mois en Camargue dans les années 70, et avait rencontré des gens qui ne figuraient dans aucun registre. Une communauté qui vivait en autarcie totale au cœur du Marais. La confession d'Albin Reynaud fut un torrent de culpabilité retenu pendant 30 ans. Il décrivit une communauté endogame, descendant d'une secte païenne qui avait survécu en se cachant. Il pratiquait une religion syncrétique, un mélange de croyances anciennes et de catholicisme déformé, centré sur les esprits de l'eau et de la terre. Il avait été témoin de leur dévotion fanatique et de leur peur panique du déséquilibre causé par le monde extérieur. Il avait entendu les anciens parler du sacrifice des 5 sages, comme d'une réalité, pas d'une légende. Terrifié par ce qu'il avait découvert et craignant pour sa propre sécurité, il avait délibérément omis toute mention de cette communauté dans son livre, se contentant de présenter le rituel comme un mythe oublié. Il vivait depuis avec la certitude d'avoir une part de responsabilité dans la mort des étudiants. Armé de cette révélation, l'inspecteur Moreau put réorienter complètement l'enquête. Les notes manuscrites du professeur Reynaud, qu'il avait conservées, décrivaient un lieu précis, une zone du Marais considérée comme impénétrable, protégée par un dédale de canaux. C'est là que le nom de Sylvain Arnaud, le guide disparu, refit surface, mais sous un jour nouveau et terrifiant. En réexaminant les témoignages de 1997, Moreau remarqua un détail ignoré à l'époque. Plusieurs pêcheurs avaient mentionné que la famille Arnaud était la gardienne de cette zone interdite. Personne ne s'y aventurait sans leur permission. L'image de Sylvain, la victime, s'effrita pour laisser place à celle de Sylvain, le geôlier. Il n'avait pas guidé les étudiants vers la mort par accident. Il les avait conduits à leur destination finale. L'enquête de voisinage, menée cette fois avec une insistance nouvelle, révéla la vérité sur Sylvain Arnaud. Il n'était pas un simple astérisque gardien astérisque. Était le patriarche, le chef spirituel de la communauté isolée. Des témoignages, arrachés à demi-mot à de vieux habitants terrorisés, le décrivaient comme un homme charismatique et illuminé, obsédé par la pureté de la Camargue. Dans les mois précédant la disparition, une algue invasive, signe de pollution, avait commencé à proliférer dans les étangs. Pour Sylvain et sa communauté, était un présage apocalyptique. L'arrivée de 5 universitaires de la Sorbonne, des sages venus de Paris pour étudier leurs croyances, n'a pas été une coïncidence pour lui, mais un signe divin. Il les a vus comme l'offrande parfaite, le sacrifice nécessaire pour apaiser la terre et restaurer l'équilibre. Moreau comprit alors l'ampleur de la conspiration. Ce n'était pas seulement le secret d'une secte, mais aussi celui d'une région. En fouillant dans les archives de la gendarmerie locale,
il découvrit des rapports non classés sur des troubles liés à la communauté Arnaud dans les années 80, des histoires de touristes intimidés et de chercheurs repoussés. Tout avait été systématiquement étouffé. Il convoqua un gendarme à la retraite qui avait servi à l'époque. L'homme, d'abord réticent, finit par admettre l'existence d'un pacte tacite. Les autorités locales fermaient les yeux sur l'existence de la communauté, tant qu'elle restait discrète. En 1997, face à la disparition, accuser une secte inconnue aurait provoqué un scandale national et une intervention massive. La version de l'accident était plus simple, plus propre. Elle protégeait la paix locale, au prix de la vérité. Toutes les pièces du puzzle étaient maintenant en place. Le livre avait fourni le mobile rituel. La confession du professeur Reynaud avait désigné la communauté. Les archives et les nouveaux témoignages avaient identifié Sylvain Arnaud comme le bourreau et révélé la complicité passive des autorités de l'époque. L'inspecteur Moreau avait désormais assez d'éléments pour monter une opération d'une ampleur sans précédent. Il ne s'agissait plus de chercher des corps, mais de pénétrer dans une forteresse humaine qui vivait hors du temps et de la loi depuis des générations. Il obtint l'autorisation de lancer une expédition lourdement armée vers la zone décrite par Reynaud. Le but, trouver la communauté, arrêter ses membres, et, enfin, ramener les preuves qui donneraient la paix aux familles. La confrontation était inévitable. L'aube du 3 novembre 2008, l'opération fut lancée. Une colonne de véhicules de la gendarmerie s'enfonça dans les chemins de terre de la Camargue, guidée par les notes du professeur Reynaud et les coordonnées GPS. L'air était glacial, le silence total, rompu seulement par le bruit des moteurs. Pour les hommes du GIGN, qui accompagnaient l'inspecteur Moreau, était une mission inhabituelle. Ils n'allaient pas affronter des criminels ordinaires, mais pénétrer dans un sanctuaire oublié par le temps, un lieu qui n'existait sur aucune carte officielle. Chaque mètre parcouru dans ce labyrinthe de roseaux et d'eau stagnante augmentait la tension. Ils n'étaient pas seulement des policiers en route vers une intervention, ils étaient des intrus sur une terre sacrée, et ils le sentaient dans le silence hostile qui les entourait, comme si le marais lui-même retenait son souffle. Après 2 heures d'une progression difficile, ils arrivèrent. Dissimulé au cœur d'un îlot de terre que les canaux rendaient presque inaccessible, se trouvait un petit hameau de cabanes en bois et en torchis, si bien intégré au paysage, qu'il était presque invisible. Une douzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, sortirent lentement, sans un mot. Il n'y eut pas de cris, pas de résistance violente, mais un mur de silence et de regards impénétrables. Un homme d'une 40aine d'années, le visage buriné, et les yeux d'un bleu intense, s'avança. C'était le fils de Sylvain Arnaud. Il regarda Moreau, non pas avec peur, mais avec une sorte de résignation solennelle, comme s'il attendait cette visite depuis toujours. L'inspecteur comprit qu'il ne se trouvait pas face à un suspect, mais face au grand prêtre d'une foi ancestrale. La perquisition commença dans un calme surréaliste. Les habitants restaient immobiles, observant les gendarmes fouiller leurs modestes habitations avec une dignité presque royale. Moreau sentit rapidement que les réponses ne se trouvaient pas dans les espaces de vie communs. Son attention fut attirée par une cabane légèrement à quart, plus grande, et dont la porte était ornée de symboles étranges gravés dans le bois, des spirales et des formes aquatiques. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné d'une odeur âcre, d'herbes brûlées et de vases séchés. Des dizaines de petits objets étaient suspendus au plafond. Des os d'animaux, des plumes de flamants roses, des bouquets de plantes séchées. Au centre de la pièce, sur une sorte d'autel en pierre plate, se trouvait un petit coffre en bois sombre, fermé par un simple loquet de cuir. C'est un jeune gendarme qui l'ouvrit, avec une précaution presque religieuse. À l'intérieur, 2 objets qui n'avaient rien à faire là. Le premier était un carnet à la couverture de cuir usé, miraculeusement préservé de l'humidité. Moreau le reconnut immédiatement grâce aux photos fournies par les familles. Était le journal intime de Chloé Lambert. À côté, reposait l'appareil photo de Julien Fournier, un vieux Minolta dont l'objectif était fissuré. L'inspecteur sentit un frisson le parcourir. Après 11 ans de silence, de théories et de fausses pistes, il tenait enfin la voix et les yeux des victimes entre ses mains. Le temps sembla s'arrêter dans la petite cabane. Le silence de la Camargue venait être brisé par la plus terrible des vérités, contenue dans ces 2 simples objets, témoins silencieux d'une horreur inimaginable. Moreau ouvrit le journal aux dernières pages. Écriture de Chloé d'abord soignée et poétique, était devenue un gribouillis frénétique, presque illisible. Les derniers paragraphes, datés du 15 août 1997, décrivaient avec une terreur grandissante la transformation de Sylvain, leur gentil guide. Il ne leur parlait plus de folklore, mais de la dette du sang,
et de la soif de la terre. Il leur avait expliqué qu'ils n'avaient pas été choisis par hasard, que leur intelligence et leur pureté parisienne faisaient d'eux l'offrande parfaite. La dernière phrase, écrite à la hâte, était une supplique déchirante. Il dit que c'est un privilège, que nous allons nourrir la Camargue. Julien essaye de nous défendre, mais ils sont trop nombreux. Ils nous emmènent près de l'eau. Je ne veux pas mourir ici. Était la chronique d'un sacrifice, écrite par la victime elle-même. Pendant que Moreau lisait, les techniciens s'affairaient sur l'appareil photo. Extraire la pellicule était un pari risqué, mais ils y parvinrent. Le développement, réalisé en urgence dans un laboratoire mobile, révéla une poignée de clichés exploitables. Les dernières photos étaient un cauchemar. Des images granuleuses, surexposées, prises dans la panique, montraient un hôtel rustique au bord de l'eau, les visages terrifiés d'Élise et de Mathieu, et la silhouette massive de Sylvain Arnaud levant les bras au ciel. Face à ces preuves accablantes, le journal et les photos, le fils de Sylvain cessa son silence. Sans la moindre trace de remords, il raconta le rituel, le décrivant comme un devoir sacré accompli pour sauver leur terre. « Nous n'avons pas commis de meurtre, » dit-il calmement à Moreau. « Nous avons rendu à la terre ce qu'elle réclamait. Était leur destinée et notre salut. » La confession glaçante du fils Arnaud ne laissait plus aucune place au doute. Il conduisit lui-même les gendarmes vers le lieu du sacrifice, à quelques centaines de mètres du hameau. Était un astérisque avant, un puits naturel profond, une bouche obscure dans la terre calcaire, à moitié remplie d'une eau noire et stagnante. « C'est ici qu'ils reposent, dit-il simplement, unis à la terre pour l'éternité. » Les équipes de spéléologues et de plongeurs de la gendarmerie furent appelées en renfort. L'opération de récupération dura 2 jours. 2 jours d'un travail macabre et éprouvant. Un par un, les restes des 5 étudiants furent remontés à la surface, mettant un terme à 11 années d'une attente insoutenable pour leur famille. Le mystère des étudiants perdus de la Camargue était résolu. La vérité, enfouie sous l'eau et le silence, était enfin révélée, plus monstrueuse que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le retour des corps et la révélation de la vérité n'ont pas apporté la paix, mais une autre forme de supplice. La nouvelle éclata comme une bombe, balayant la France d'une onde de choc. L'histoire des étudiants perdus, cette note de bas de page tragique, devint soudainement un fait divers national d'une horreur sans précédent. Les médias du monde entier convergèrent vers la Camargue, transformant ce sanctuaire de nature sauvage en la scène d'un crime barbare. Du jour au lendemain, la région N était plus un paradis pour les oiseaux et les touristes, mais le théâtre d'un sacrifice humain au cœur de l'Europe du XXe siècle. La France entière, si fière de sa rationalité, fut forcée de regarder en face la survivance de croyances qu'elle pensait reléguées au livre d'histoire. Le silence qui avait protégé les assassins pendant 11 ans fut remplacé par un vacarme assourdissant. Pour les familles, la confirmation de la vérité fut un coup de poignard. L'incertitude, si douloureuse fut-elle, laissait une place infime à l'espoir. La réalité, elle, était un mur de béton. Jean-Pierre Durand, le père d'Élise, qui avait sacrifié sa fortune et sa vie à chercher sa fille, s'effondra. Sa quête obsessionnelle était terminée, mais la victoire avait le goût de la cendre. Il avait enfin une réponse, mais cette réponse était un monstre. Comment vivre avec l'image de sa fille, brillante et pleine de vie, offerte en sacrifice à une terre assoiffée? Les parents de Chloé, divorcés par le chagrin, se retrouvèrent pour la première fois en des années, non pas pour se consoler, mais pour partager un silence accablant. La vérité ne les a pas libérés. Elle les a emprisonnés dans une nouvelle cellule, celle de l'horreur concrète et irréversible. Le procès des membres de la communauté, qui s'ouvrit à Nîmes l'année suivante, fut un événement médiatique sans précédent. Il ne s'agissait pas d'un simple procès pour meurtre, mais du procès d'un monde contre un autre. Face aux juges et aux familles anéanties, le fils de Sylvain Arnaud et les autres membres du culte ne montrèrent aucun remords. Ils ne nièrent rien. Au contraire, ils revendiquèrent leur acte avec une foi inébranlable. Ils expliquèrent, avec un calme déconcertant, la nécessité du sacrifice, la logique de leur croyance. Pour eux, ils n'étaient pas des assassins, mais des sauveurs qui avaient agi selon des lois plus anciennes et plus importantes que celles de la République. La salle d'audience, suspendue à leurs lèvres, assistait à un choc des civilisations, un dialogue impossible entre la raison et le sacré, la loi des hommes, et la foi des ancêtres. Le verdict tomba comme un couperet, la réclusion criminelle à perpétuité pour les principaux acteurs du rituel. La justice avait été rendue, du moins sur le papier. Mais pour les familles, ce était qu'une étape. Aucune peine de prison ne pourrait jamais compenser la perte, ni effacer la barbarie des actes. La condamnation apporta une forme de clôture légale, mais la blessure émotionnelle resterait à jamais ouverte.
la Camargue elle-même dut faire face à ces démons. La communauté locale, longtemps complice par son silence, fut marquée par la honte et la méfiance. Le pacte tacite qui avait permis à la secte de prospérer dans l'ombre, était brisé, exposant au grand jour une fracture profonde entre la modernité et les traditions les plus sombres de la région. Le procès a condamné les coupables, mais il a aussi jugé toute une culture du secret. Quelques années après le verdict, les familles des 5 victimes, unies par une tragédie qui les liait à jamais, prirent une décision qui allait transformer leur douleur en un héritage. Elles créèrent la Fondation 5 Lumières. Son but, n'était pas de perpétuer le souvenir de l'horreur, mais de construire un pont là où un fossé avait causé la mort. La Fondation finance aujourd'hui des projets de recherche en ethnologie et en anthropologie, qui favorisent un dialogue respectueux et sécurisé entre les universitaires et les communautés isolées. Elle offre des bourses, organise des séminaires sur éthique du travail de terrain et milite pour des protocoles de sécurité plus stricts. Était leur manière de s'assurer que la curiosité intellectuelle de leurs enfants, leur soif de connaissance, ne soit plus jamais une condamnation à mort, mais une force de compréhension et de connexion. L'affaire des étudiants sacrifiés de la Camargue a laissé une cicatrice indélébile sur le paysage français. Le petit hameau de la secte a été démantelé, mais le lieu du sacrifice, l'Avent, est devenu un endroit de sinistre mémoire, un rappel silencieux de la fragilité de la civilisation. Pour les familles, la vie a repris son cours, mais le deuil ne s'est jamais vraiment terminé. Il s'est transformé en une présence constante, un compagnon de route silencieux. Jean-Pierre Durand passe désormais ses journées à gérer la Fondation, trouvant dans cette mission un sens à l'impensable. La Camargue, elle, continue de vivre au rythme des saisons, ses paysages d'une beauté à couper le souffle portant désormais le poids d'un secret révélé. L'eau est revenue dans les marais, mais elle ne pourra jamais laver le sang qui a nourri la terre. Aujourd'hui, l'Avent où les corps ont été retrouvés est devenu un lieu de mémoire silencieuse. Clôturé, inaccessible, il est un rappel constant de la tragédie qui a frappé la Camargue. La communauté locale, autrefois complice par son silence, vit désormais avec cette cicatrice. Les plus jeunes générations, qui n'ont connu l'histoire que, à travers les récits et les reportages, portent le poids d'un héritage dont ils ne sont pas responsables, mais qui a redéfini leur identité. La méfiance envers les étrangers s'est paradoxalement accentuée pour certains, tandis que d'autres s'efforcent de briser le cycle du secret. La Camargue, avec sa beauté sauvage et intemporelle, est devenue un paysage à double lecture, celui d'un paradis naturel, et celui d'une scène de crime où les mythes les plus sombres se sont incarnés dans la réalité la plus brutale. Face à l'impensable, les familles des 5 victimes ont choisi de ne pas se laisser consumer par la haine. Unies par une douleur commune, elles ont créé la Fondation 5 Lumières. Cet organisme ne cherche pas à entretenir le souvenir de l'horreur, mais à transformer la passion de leurs enfants en un héritage positif. La Fondation finance des recherches en ethnologie, mais surtout, elle a mis en place des protocoles stricts de sécurité pour les étudiants en travail de terrain. Elle organise des séminaires pour sensibiliser les jeunes chercheurs aux dangers potentiels des zones isolées, et à l'importance d'un dialogue respectueux avec les cultures qu'ils étudient. C'est leur manière de s'assurer que la quête de connaissances, cette flamme qui animait Élise, Julien, Chloé, Mathieu et Manon, ne mène plus jamais à l'obscurité, mais serve à éclairer le monde. L'affaire a forcé la société française à une introspection douloureuse. Elle a révélé avec une clarté effrayante que sous le vernis de la modernité et de la rationalité, des croyances archaïques peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans l'isolement, jusqu'à justifier l'injustifiable. Le procès a mis en lumière les failles d'un système qui, par commodité ou par crainte, avait préféré ignorer une communauté vivant en marge de ses lois. Cette histoire est devenue un cas d'école, un avertissement sur les dangers du relativisme culturel poussé à l'extrême, et sur notre responsabilité collective à ne jamais fermer les yeux sur les zones d'ombre de notre propre société, aussi reculée ou dérangeante soit-elle. Elle nous rappelle que la barbarie n'est pas toujours l'apanage de terres lointaines, elle peut aussi sommeiller tout près de nous, cachée par le silence et l'eau stagnante. L'héritage le plus troublant de cette histoire reste peut-être l'absence totale de remords des coupables. Même après des années de prison, leur foi est restée intacte. Pour eux, l'acte commis n'était pas un meurtre, mais un devoir sacré. Une nécessité cosmique. Cette conviction inébranlable pose une question vertigineuse. Comment la justice des hommes peut-elle atteindre ceux qui ne répondent qu'à la loi de leur Dieu? La vérité a été établie, les faits ont été prouvés, les peines ont été prononcées. Mais au fond, un dialogue de sourds a eu lieu. Un gouffre sépare notre compréhension du monde de la leur. Un abîme que ni les lois, ni la raison, ni même le temps ne semblent pouvoir combler.
c'est la preuve terrifiante que certaines vérités sont inconciliables, et que la justice, parfois, ne peut qu'acter une rupture, sans jamais pouvoir la réparer. L'histoire d'Otz, Élise, Julien, Chloé, Mathieu et Manon nous rappelle que la curiosité est l'une des plus belles qualités humaines, mais qu'elle doit être protégée. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est fondamentale, même lorsqu'elle nous confronte à nos peurs les plus profondes, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes approfondies sur des cas qui doivent être racontés, pour que la mémoire serve de leçon, et que le silence ne gagne jamais. Merci de nous avoir écoutés.